Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Parce qu'il faut parfois changer ses habitudes, je vous propose une série de 8 épisodes consacrés à des entrepreneurs de la région qui ont tous en commun d'avoir créé récemment leurs entreprises et d'être accompagnés par différents incubateurs de la métropole lilloise. C'est une exploration de leurs projets, de leur quotidien et des défis auxquels ils sont confrontés que je vous propose de vivre. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Nous poursuivons avec Mylène Bréon, fondatrice d'Immersive, qui réalise des modélisations et des visites 3D, actuellement incubées au sein de la Pleine Image à Tourcoing. Après un parcours dans l'immobilier en Angleterre, aux États-Unis et en France, Mylène a fait le choix de lancer Immersive, d'abord centrée autour de l'immobilier, une première modélisation pour le musée de la piscine à Roubaix et l'impact du confinement vont ouvrir un champ des possibles inattendus à Mylène et son entreprise. Avec Mylène, nous avons parlé d'audace, de famille, de l'imprévu et de l'importance d'être soutenu et accompagné dans ses projets. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Immersive ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Mylène. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Mylène. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir dans La Boussole. Moi, je suis ravie que tu me reçoives dans La Boussole. Alors pour une fois, c'est toi qui m'as contactée Oui. Suite à différentes personnes que j'avais rencontrées dans le cadre du podcast pour la première saison. Oui, et donc on a mis un peu de temps à se rencontrer entre le confinement, ma grossesse, les vacances. La mienne. Mais on y arrive. On y arrive. Ça y est, on y est. Sous le soleil en plus, du Nord. Tout à fait. Donc Mylène, tu as créé Immersive, donc, qui fait des visites en 3D, à la fois donc, de logements, d'immobilier, des musées, l'hôtellerie, des bureaux, enfin vraiment... C'est ça, de tout type d'espace en fait, exactement. Et avant de reparler d'Immersive, je voudrais qu'on vienne sur ton parcours. Donc on discutait un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Donc tu as commencé par une année de droit qui t'a pas forcément passionné. Passionné, exactement. C'est ça, c'est que c'est un peu la filière classique, façon de parler quand on termine un bac général. Moi j'ai fait un bac littéraire et effectivement, voilà, je me suis dit pourquoi pas le droit. En fait, l'immobilier me plaisait déjà par avance. D'accord. Je savais pas par où rentrer et donc le droit est venu à moi et voilà, donc j'ai fait effectivement une année. Je crois que j'ai de mémoire validé un semestre sur les deux, mais très vite j'ai senti que j'étais pas faite pour les bancs de la fac, ça c'est sûr. Ouais. Et donc tu t'es dirigée vers un BTS ? Ouais, voilà, donc tout de suite j'avais validé un semestre sur les deux, donc j'ai réussi à intégrer directement une deuxième année. Et donc je suis partie une école qui existe toujours à Lille, rue Nationale, l'EFAB, l'École française d'administrateurs de biens. Donc je suis partie là-bas en alternance, donc je travaille dans une agence immobilière dans les Flandres, puisque j'ai grandi dans les Flandres, près d'Asbrook, et 2 jours par semaine à l'école là-bas. Donc j'ai fait 2 ans comme ça en alternance et je faisais de la transaction principalement. D'accord. Donc ça c'était une première corde à mon arc. Et suite à ça derrière j'ai fait la formation aussi licence, donc j'ai une licence qui vient aussi PI, profession immobilière, qui me permet d'avoir la carte transactionnelle gestion transaction en préfecture de Lille. Et donc après ce BTS, cette licence, tu voulais pas forcément rester en France, que tu voulais non. améliorer ton anglais. C'est ça. J'aurais pu, ça aurait été tellement simple. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Du coup, j'avais un gros complexe sur l'anglais et surtout dans ma personnalité, j'avais pas envie d'avoir de barrière. Et c'est vrai que c'est pas l'anglais. Je crois que j'ai dû avoir 7 ou 8 au bac, un truc comme ça. J'avais un gros complexe là-dessus. Donc, et une grande chance, c'est que j'ai des parents qui étaient hyper ouverts d'esprit aussi, qui m'ont pas trop drivé, qui m'ont dit tu feras telle école. Voilà, je leur ai présenté un peu le bébé, le projet, en leur disant je veux vraiment, si vraiment je suis diplômée, je veux partir. Donc c'était en 2007 de mémoire. Ils m'ont laissé partir une semaine à Londres. Ils m'ont laissé faire mes armes en me disant ok, mais trouve-toi un boulot en plus de l'école pour ton logement, pour te payer tes à côté. Et donc à la Mylène quoi. J'ai été tapée aux portes. J'ai trouvé une agence qui s'appelle Lauren Campbell Property Services qui m'a donné ma chance. Donc j'ai travaillé l'après-midi et le matin j'avais des cours sur Oxford Street dans le centre de Londres. Et donc au bout d'un an j'ai eu un diplôme qui m'a permis. Alors c'est pas l'IELTS, on est sur un niveau un petit peu au-dessus, mais ça m'a permis d'avoir un niveau suffisant pour avoir un droit de travail sur le sol britannique. Ouais.
Et donc là, tu accompagnais les expats C'est ça. qui cherchaient un logement, Donc là, j'ai c'est ça trouvé, j'étais redémarché d'autres agences un peu plus centrales dans le centre de Londres, puisque l'agence où je travaillais était très très au sud, enfin était à Battersea dans le sud de Londres. Donc là, j'ai trouvé une autre agence qui m'a permis de pouvoir gérer tous les portefeuilles de grands comptes clients d'expats. Et donc j'ai travaillé chez Thames Valley Estate pendant presque 2 ans et demi. Et le but, c'était avec un budget précis, un critère précis, une zone une géolocalisation précise, de trouver une maison ou un appartement pour une famille française principalement. C'était que des expats français, donc avec des beaux budgets. Ouais, sympa. Très sympa, très sympa. Non, franchement, c'est ça. C'est que je faisais plaisir à l'œil. C'était toujours très sympa, très chouette, des belles rencontres. Donc j'ai pris plaisir. C'était une belle expérience et puis énormément de confiance. Et puis la vie m'a rattrapée, puisque voilà, après j'ai aussi envie en tant que femme j'étais toujours un peu. Alors Londres, c'est pas très loin du Nord, mais c'est vrai que je suis très famille et on est plusieurs dans la famille. On est 5 filles, enfin 6 filles précisément. Oui. J'ai 5 sœurs. Donc j'avais toujours un peu la bougeotte avec mon premier petit neveu qui venait de naître de vouloir rentrer au pays. Ouais, tu voulais être près des tiens, quoi. C'est ça. De me dire c'est trop loin de prendre l'Eurotunnel ou le shuttle, il faut revenir. Donc je suis rentrée en 2010. Voilà, précisément. Ok. Encore une fois, en me disant, bon ok, j'ai fait de la transaction de la gestion en France. À l'étranger, j'ai fait un peu de relocation, on appelle ça de la relocation, chercher du logement pour les expats. Et pourquoi pas tenter autre chose, toujours dans le secteur de l'immobilier. Et donc je me suis dit, le neuf, tiens, la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement, je connais pas, ça m'intéresserait, pourquoi pas. Par où il faut rentrer. Donc encore une fois, je suis partie avec mes petits CV et puis mon expérience. Et puis j'ai rencontré Pierre Houdin à l'époque, qui était directeur de Pierre et Territoire de France. D'accord. Et puis on a discuté, il y avait un congé mat avec un remplacement, donc je l'ai pris. Et puis en fait la place finalement s'est finalisée, la jeune fille est revenue, mais je suis restée, donc ça c'était cool. Et donc je suis restée, donc j'ai démarré assistante de programme, donc en fait j'assistais les chargés d'opération, les responsables de programme, sur principalement la partie administrative, et puis très vite on m'a lâché la main, on m'a laissé partir sur les chantiers, énormément travaillé en collaboration avec les techniciens, donc c'était hyper intéressant. Ils ont vite senti que j'étais quelqu'un d'hyper libre, enfin dans ma façon d'être, toujours à soif de savoir, envie de tester, de découvrir, donc on m'emmenait rapidement sur les sites. Et donc je suis restée chez Pierre et Territoire, je suis restée de 2010 à 2014. D'accord. Entre deux, j'ai eu 4 bonnes années. 4 bonnes années, ouais. Bien sympa, bien fourni. En plus, Groupe Procivis, ils ont aussi d'autres filiales, donc il y a des bailleurs sociaux, il y a des constructeurs de maisons individuelles, donc c'était divers et varié. J'ai découvert vraiment la vie d'un grand groupe, quoi, au sens humain également du terme, puisque je travaillais pas non seule, mais toujours en collectif. Donc j'ai appris aussi, moi qui est très solitaire de base, à fédérer, à avoir des collègues, à faire des séminaires, à faire des réunions régulières, hebdomadaires et autres. Et c'était hyper instructif. J'ai appris énormément de choses. Ouais, voilà. Et entre-temps, t'es devenue maman. Et entre-temps, je suis devenue maman. En 2012, on est 2 petites filles, des jumelles. Oui. Voilà, donc il a fallu apprendre à jongler aussi. Encore une nouvelle expérience, 80%. Donc je travaillais pas le vendredi. D'accord. Le reste du temps, j'étais au boulot, ce qui était très bien parce qu'en fait, je me voyais pas trop rester à la maison. Donc quand on a des jumeaux, on a 3 fois 2 mois, 2 fois 3 mois, pardon. Donc je suis restée 6 mois à la maison et très vite après, j'ai repris le boulot. Et ma place n'a pas été prise. Ils m'ont bien gardée, donc ça c'était cool. Et voilà. Et puis je suis restée jusque 2014. Et en 2014, revirement de situation. Départ pour les États-Unis. Départ pour les États-Unis, voilà. Une offre de mon conjoint pour partir, lui, sur le plan professionnel à l'étranger. On n'a pas trop réfléchi, en fait. Je l'ai suivi et du coup, j'ai quitté mon poste tout en partant encore une fois à l'étranger, mais bien plus loin, sur un autre continent. Donc j'étais consciente, à la base excitée, puis finalement consciente très vite que moi qui étais très famille, ça allait être assez complexe et en même temps hyper enrichissant. Parce qu'il y a toujours des choses derrière un peu le mystère de l'inconnu. Et puis en fait, je suis arrivée à Princeton dans le New Jersey. Je suis restée 2 ans là-bas, ce qui m'a laissé pas mal de temps pour élever mes 2 petites filles. Trouver une petite mission là-bas chez New York Habitat, mais c'était vraiment une mission d'appoint. Je refaisais la même chose qu'à Londres, en fait, de la relocation, chercher des logements pour les expats, mais c'était à New York, donc il fallait prendre le train. C'était assez complexe, donc je faisais ça 2-3 jours par semaine, maximum, quand il y avait des besoins intenses. Sinon, le reste du temps, j'étais avec les enfants. Ce qui m'a aussi laissé le temps de refaire le point déjà sur qui je suis, puisque je suis arrivée, là, j'avais 30 ans, donc 30 ans, mais qui es-tu ? Donc j'ai refait le point un petit peu sur moi-même en tant que femme, en tant que mère, mon parcours, qu'est-ce que je veux vraiment. C'est souvent dans ces moments-là où on se remet vachement en question. C'est vrai que j'étais loin des miens, donc avec le décalage horaire, j'ai énormément appris sur moi-même et j'ai énormément aussi exploré, appris du monde de l'expatriation avec d'autres modèles économiques qu'on connaît pas forcément quand on est européen. Et j'ai analysé un petit peu énormément le marché immobilier là-bas, comment ça fonctionnait, le monde de l'expatriation et la façon dont les gens vivaient. Et je me suis rendu
compte qu'il y avait un gros décalage avec l'Europe, notamment en France. Les Français, je dis pas qu'on est en retard, hein, mais c'est vrai que dans les mentalités, les cultures, c'est complètement différent. Là-bas, tout va très vite, encore plus vite qu'en Europe. Et moi, j'ai trouvé déjà quelques handicaps. J'ai trouvé ça très compliqué de trouver un logement à distance quand on était expat. Et tout était compliqué, trouver une crèche quand on est maman, trouver une école, faire des courses. Enfin, là-bas, tout est drive, ça va vite, quoi, très très vite. Le monde de la mobilité, voilà, j'ai vachement travaillé là-dessus dans ma tête en me disant, il y a un truc à faire. Le jour où on rentrera, bien sûr, il y a un truc à faire sur la mobilité. Je trouve ça hyper compliqué, surtout moi avec des jumelles, de bouger, de me déplacer. Le moindre déplacement est un effort pharaonique. Donc voilà, c'était resté dans un coin de ma tête. Je me suis dit, il y a un truc à faire dans la mobilité, principalement dans l'immobilier, puisqu'il n'y a que ça que je connais aujourd'hui. Dans la VFA, les bureaux de vente en vente assise, dans les agences immobilières ou les agents immobiliers aux États-Unis, tout se fait à distance quasiment, de la visite jusqu'à la signature en vente comme en location. Enfin voilà, il y a quelque chose à faire. Nous, on est encore là avec nos agences, nos pas de porte. Il y a un truc à faire. Donc voilà, j'étais restée là-dessus. Puis après, en me disant, mais Mylène, entre ce que tu dis et ce que tu penses et ce que tu vas... Voilà, il y a toujours un océan. La confiance en soi non plus n'est pas maître mot chez moi. Donc, ouais, je me suis dit, bon, on verra. Mais ça, dans un coin de ta tête. Un coin de ma tête, voilà. Et puis, j'en parlais de temps en temps quand on avait des soirées, tout ça. Mais c'était resté dans un coin de ma tête en me disant, peut-être un camion ambulant, quelque chose. Mais soit on rigolait, soit c'était... Voilà, donc... Et puis, je rentrais en 2016 avec mes 2 filles et là j'ai retrouvé un boulot pareil, toujours dans l'immobilier, ce que je savais faire, quoi. Donc là chez Vinci cette fois, Vinci Immobilier à Lille Europe, et donc pareil, toujours dans le suivi, l'accompagnement des responsables de programme dans leurs dossiers, et puis sur les chantiers, les livraisons, les pré-livraisons de logements, le contact client, suivi client, et encore plus frustrée de voir que, alors déjà les horaires de bureau, encore une fois, c'est comme les bancs de la fac, c'est très compliqué. Maintenant je suis un électron libre, alors après je sais bien qu'il faut savoir canaliser son énergie, mais c'était très compliqué. Et j'ai envie de faire 40 000 choses à la fois, soif de savoir, donc au bout d'un moment, on m'a dit, oulala, en open space, c'est vrai que j'étais très très speed. Et puis j'avais 40 000 questions idées à la minute, et j'étais toujours frustrée de voir encore aujourd'hui ces équipes de vente à attendre dans des bureaux de vente le samedi matin, faire des permanences avec pas grand monde, des gens qui viennent pas, des lapins posés parce que c'est compliqué de se déplacer avec les enfants. Voilà, donc l'idée a germé de me dire, déjà pour l'expatriation c'est compliqué, mais pas que pour l'expatriation, il y a un truc à faire. Donc l'idée a germé, et puis j'en ai parlé à mon compagnon, Chris, et je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses, je sais pas s'il faut faire un camion ambulant, créer un concept, quelque chose, mais moi je suis sûre qu'en tant que mère de famille, en parlant à quelques copines qui étaient d'accord avec moi, il y a un truc à faire. Il y a bien des toiletteurs ambulants, il y a bien des coiffeurs ambulants, pourquoi on lancerait pas un truc ambulant? Ok. Et puis Chris m'a dit clairement, là pour le coup, vas-y quoi, c'est pas t'as 30 ans, 31 à l'époque, je sais plus, 30-31, vas-y, enfin c'est pas dans 15-20 ans que tu vas te retourner, why not? Et puis si ça marche pas, on verra quoi. Et puis en fait un soir, par hasard sur Facebook, je vois une annonce, vous avez une idée, vous avez moins de 40 ans, la région Hauts-de-France est là pour vous aider, postulez, CCI Hauts-de-France. Là, tu te dis, allez, je tente ma chance. Allez, on y va. Donc, voilà, exactement. Donc, je remplis un dossier avec là, ce que je viens un peu d'expliquer dans les grandes lignes. Et puis, mon bagou en disant, on verra ce que ça donne. Puis, je rencontre une personne avec qui était très, très sympa, avec qui je suis toujours en contact à la CCI, qui m'a un peu écoutée et qui m'a très vite redirigée en me disant, c'est pas du tout une mauvaise idée. Après, ton projet, il est encore très large, il n'est pas encore bien étudié, il faut l'affiner. Mais si tu veux travailler sur l'imagerie et autres, moi, je te conseille d'aller dans un incubateur. Donc je sais pas ce que c'est un incubateur déjà, à part les petits poussins qu'on met dans l'incubateur pour qu'ils soient au chaud et que ça pousse et qu'après ils arrivent. Donc j'ai dit ok, donc il m'a redirigée vers la Pleine Image à Tourcoing, parce que pour moi l'incubateur, le seul et l'unique, c'était Euratech évidemment, qui est quand même très connu. Oui, après il y en a plein d'autres. C'est ça, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est celui quand tu connais pas, tu te dis. Après voilà, j'ai effectivement découvert qu'il y en avait d'autres, mais là en arrivant à la Pleine Image, j'ai rencontré tout de suite Emmanuel Delamarre, le directeur. Voilà, ils m'ont tout de suite fait passer une audience, en fait, un oral. On était plusieurs parce qu'ils ont 3 ou 4 sessions annuelles. Donc là, on était plusieurs à présenter un projet d'horizons différentes. Donc moi, j'étais sur une plateforme, une marketplace à l'époque. Donc le projet a évolué quand même. Et j'étais sur une marketplace pour les expats qui s'appelait Find a Place. Voilà, je leur ai présenté ça avec mon petit support, mon PowerPoint et puis mon oral, et ils m'ont accepté parce que je pense qu'ils en acceptent pas plus de 10 par an. À l'époque, c'était ça. Ça, c'était en 2017. Donc j'ai été acceptée. Donc j'ai quitté mon emploi chez Vinci. Je suis arrivée là, donc fort heureusement en France, encore une fois, on est bien aidé avec tout ce qui est ACRE, aide à la formation, avec Pôle emploi qui était derrière moi et qui ont réussi à me donner une impulsion, avec toutes les formations nécessaires derrière pour me donner un peu plus de compétences en finance, en gestion, etc. de projet, parce que j'étais quand même
pas autodidacte, mais presque. J'avais pas les notions. Oui, c'était pas ton domaine initial, quoi. C'est pas mon domaine de prédilection, donc faire un business plan, tu vois, je nageais, quoi. J'étais assis à part sur Internet, tu trouves des infos, mais c'était très large. Donc là, il a fallu quand même se mettre le pied à l'étrier, et puis très vite, voilà. En tout cas, on m'a dit, t'es bienvenue à la Pleine Image. Tu es dans les 10 pour l'année 2018, donc les 10 incubés. Donc, t'as un petit bureau, t'as un petit espace. L'objectif, c'est d'avoir un parrain. Donc, on m'a mis un parrain. T'as aussi une deadline. C'est à 1 an pour monter ton projet. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, au revoir. Enfin, voilà. Après, c'est normal. Il y a aussi un turnover. Ouais, c'est ça, important. Puis, il y a beaucoup de demandes. Donc, ils doivent aussi, eux, derrière, faire un taux de transformation de projets qui se réalisent. Donc, j'ai travaillé le bébé très vite. Et j'avoue qu'encore une fois, les chiffres, c'était pas trop mon fort, mais je le faisais. Et je l'ai fait sérieusement, évidemment. Mais très vite, j'ai voulu aller tester mon marché, quoi, en me disant, parce que voilà, il me disait qu'il y a beaucoup de jeunes, ou moins jeunes en tout cas en incubateur, qui sont dans les chiffres, mais à force d'être trop dans les chiffres, perdent la notion du marché, avec le vrai marché, le client, qui est-il, d'où vient-il, ce qu'il veut. Est-ce que ça répond vraiment à un besoin, c'est ça, ou pas, voilà. Et souvent tu t'en perds le fil, et à la fin tu te dis ok, les chiffres sont bons, mais t'as pas ton marché, quoi. Donc ouais, après il vaut mieux on va dire tester, je se sais pas, planter, mais moi voilà. corriger, revenir. Alors moi j'étais un peu comme ça, et c'est pour ça que ça les a très vite fait rire, façon de parler, puisque du coup ils me disaient, Mylène, on ne voit pas beaucoup l'incubateur. Et en fait voilà, j'ai très vite utilisé un peu mon réseau, façon de parler, mes contacts, notamment dans l'immobilier principalement au début, pour faire des tests. Et puis ma marketplace, très vite on m'a dit c'est sympa, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Et puis je me suis rendu compte que ça marchait un peu sur des œufs. Il y a Ce Logis à l'époque, qui est quand même des grands groupes, où Le Bon Coin, il commençait à ouvrir une marketplace avec des visites virtuelles. Donc je me suis dit, la visite virtuelle pour les expats, il faut déployer des fortunes ou faire des levées de fonds de dingue. Alors voilà, je me suis remis en question. Là, on est fin 2018. Et en fait, j'ai fait pas mal de rencontres par le biais de toutes ces expériences. Et j'ai rencontré quelqu'un qui un chef d'une agence de pub dans le Vieux-Lille, qui m'a dit ton nom là, Find a Place, c'est bof, c'est pas très parlant déjà. Ok. Et puis je pense que tu devrais t'adresser à un public bien plus large. Donc on a retravaillé le business plan sur différents segments de clientèle pour que ce soit bien plus large, et donc une plus belle façon d'évoluer, et puis de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, d'avoir plusieurs types de clients, enfin cibles en tout cas. Et donc au-delà de l'immobilier, je me suis dit il faudrait peut-être proposer mes visites immersives à un panel plus large. Donc on est parti sur la culture. Et donc là, on tombait par hasard sur une extension de la piscine à Roubaix. Ouais. Encore une fois, un ami en commun m'a mis en relation avec l'agence de presse qui gérait ça. Et puis j'ai fait une belle rencontre avec Marine Charbonnier, et qui m'a dit écoute, ça tombe bien, on ferme le musée, on le réouvre dans 1 an, pourquoi pas faire un accord ensemble de mécénat, et puis toi on t'aurait une belle visibilité. Donc je me suis retrouvée à modéliser le musée La Piscine, quand même, qui est un petit peu moins de 10 000 m². Donc déjà c'est une chance inouïe, parce que voilà, en fait, en gros, immersive, aujourd'hui on a des caméras sur des trépieds, on se déplace dans des lieux d'exception, mais pas que. Mais là voilà, avec les caméras, je me déplaçais toute seule tous les lundis pendant 2 mois dans un musée, ce qui était quand même assez fou, en ne sachant pas où ça allait aller, en fait. On a modélisé tout ça, j'ai modélisé avec un de mes stagiaires, et on a mis ça en place. On leur a offert quasiment, donc c'est sur le musée de la Piscine encore aujourd'hui, je vous invite à y aller. Et puis là, on arrive en 1 semaine, on a 25 000 vues, quoi. Donc ça, c'était l'année dernière, c'était juste avant le confinement. Enfin, en début d'année, pardon, oui. Mais du coup, on l'a mis en place l'année dernière, mais le temps que ça qu'il y ait une visibilité, une ouverture, ils ont fait beaucoup de com dessus, avec Hello Lille, etc. Et voilà, et en fait, le monde attire le monde. De cet effet culture, et j'ai eu d'autres appels sur d'autres marchés. Donc, on a commencé à faire Giacometti, on a eu des appels avec des pourparlers, là, en ce moment, avec le Palais des Beaux-Arts, avec le Cateau Cambrésis à Matisse. Mm-hmm. Voilà, et donc là, je me suis dit, oula, mais en fait, il faut pas rester axé que sur l'immobilier. Moi, j'étais que sur l'immobilier avec mes contacts dans la promotion, faire du logement témoin, des logements. Et donc, on a commencé les besoins étaient beaucoup plus larges. Complètement. Ouais. J'avais pas vu une la partie culture. Pas du tout. Ouais. Surtout la partie culture. Et en fait, très vite, une fois qu'on vient sur site et qu'on modélise, en règle générale, 1 semaine après, on arrive à transmettre le lien. C'est un lien URL qu'on envoie à nos clients qui s'encapsule dans leur site web ou sur leur réseau, sur Instagram, sur Facebook. Là, quand c'est des gros espaces, souvent ça prend 1 mois et demi ou 2, parce qu'il y a de la production derrière, et nous, on doit vraiment faire des stitchings, c'est de l'orfèvrerie, on doit vraiment coller les images ensemble. Donc, je me suis dit, les grands espaces, c'est bien pour communiquer. Bon, après, il faut quand même du temps derrière. Mais je savais qu'il y avait autre chose. Donc là, j'ai dit, ok, la culture, l'immobilier, et puis pouf, le confinement est arrivé. Et alors là, on a vu des demandes incroyables
de nulle part. Alors on est sur des bureaux de coworking, on est sur des halls de voitures, on arrive sur des camping-cars puisque les gens ont tous annulé leur location de vacances, donc ils nous disent on veut un camping-car, donc voilà, venez modéliser nos mobil-homes ou nos camping-cars. Donc on est arrivé à des demandes diverses et variées. Et voilà, moi qui étais sur mon idée, en fait, il y a quelques années, je me revois aux États-Unis à galérer à trouver une crèche pour mes filles. Je me retrouve avec des demandes de directrices de crèche qui nous disent nous, on aimerait bien que vous veniez modéliser nos MAM, nos crèches, nos structures. C'est compliqué de recevoir. En plus, avec le Covid, ça demande énormément de complexité. Et puis après, voilà, donc aujourd'hui, on a un panel hyper large. Ce qui nous a aussi ouvert une porte avec le Covid, c'est les EHPAD. Donc là, on a été contacté par Arnaud Rousseau, directeur des Orchidées, des studios classiques, des logements type, mais d'EHPAD, pour présenter à distance toujours. Alors à chaque fois, c'est toujours la même intention, c'est de visiter à distance, visiter rapidement, puisque nos technologies, elles sont assez rapides et fluides. Donc l'imagerie est fluide, comme si tu te déplaçais à tous les 1 mètre, 1,50 m. Et puis surtout éviter, alors ça n'évite pas le contact physique, mais c'est un gain de temps incroyable. Donc ça permet de pouvoir se déplacer, ou alors de visiter à distance dans un premier temps et de se faire un premier avis. Faire une première impression et puis après dire ok, ça me plaît, j'y vais physiquement, mais parce que j'ai déjà pu visiter. Ouais. Et en fait c'est ça, et c'est là où en tout cas moi je croyais en mon projet, j'y crois toujours en immersif, c'est le fait qu'aujourd'hui, pour les 3/4 des familles telles qu'elles soient, c'est tu prévisualises, mais t'es pas toute seule, souvent t'as un mari ou un compagnon, des enfants, tes horaires de boulot, donc tu peux le regarder n'importe quand, de n'importe quelle pièce, de n'importe quel support, c'est-à-dire un smartphone, une tablette, dans ton canapé, dans ta cuisine, montrer, remontrer, et tout c'est fluide, donc je veux dire, t'es pas en train de... C'est compliqué avec ton pouce d'appuyer, d'attendre 2 secondes, de changer de pièce, voilà, tout va très vite en fait. Donc c'est vrai qu'on a énormément de nous chez Immersive développé ça. Quand je dis nous, c'est qu'on est, on est 3 aujourd'hui, et donc on a un petit bureau à la Pleine Image, mais qui a le mérite d'exister. Et c'est vrai que du coup, on a, en fait, voilà, les demandes sont diverses et variées, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un champ des possibles qui est incroyable. Donc là, voilà, on ne sait pas trop où on va en plus avec cette deuxième vague du Covid qui, j'espère, n'arrivera pas. Mais je vois qu'il y a pas mal de salons qui sont annulés. Donc on a énormément de demandes en ce moment, de gros projets sur le digital. Maintenant, dans le commerce, la décoration de haut standing, tout ce qui est digital à distance, salon de maison et objets étant été annulé. Il y a beaucoup de magasins qui se tournent vers nous. Donc c'est des opportunités que j'avais vraiment pas vu venir dans mon business plan sur 2 à 3 ans de vision, quoi. Donc c'est énorme. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, et en plus, alors moi qui suis, comme je disais, dans le parcours assez curieuse et avoir soif de savoir, c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est un peu comme pas trop incognito, quoi. À chaque fois que tu arrives dans un lieu pour le modéliser, évidemment, il y a toute une préparation avec le client ou avec la direction. Il faut que les lieux soient nickel, propres, qu'il n'y ait pas de présence humaine, puisque évidemment on modélise quand les espaces sont vides. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois tu découvres un espace, toi comme un enfant de 5 ans, quoi. Donc on a modélisé des hôtels, des salles de séminaire, mais même moi j'ai les yeux à chaque fois ébahis. Je découvre un peu le métier à travers quand on a modélisé le musée, la piscine, il y avait des gardiens qui étaient derrière moi, mais j'étais seule dans un musée, ce qui était unique. Quand j'ai fait des EHPAD, j'étais dans un univers complètement différent avec un personnel soignant qui était là aussi. Modélisé, on a fait les halls Skoda, Audi, Volkswagen sur la région. Voilà, le monde, du coup, après au bout d'un moment t'es complètement en intégration, quoi, avec le personnel et le monde. Toi, t'es en immersion. Voilà. Et c'est là où je me dis, c'est quand même incroyable. On s'appelle Immersive et on est en immersion. Donc eux aussi, c'est un peu le revers de la médaille, c'est qu'ils me mettent en immersion avec eux. Et souvent, à la fin, je suis copain-copain avec le staff, alors qu'on ne vient pas du même univers, quoi. Mais donc, c'est l'histoire d'Immersive. Donc aujourd'hui, on en est là. On est 3 et le projet et le bébé grandit. Alors, à voir où on va. C'est vrai qu'on se développe doucement, sûrement. On a fait des demandes auprès de ILMN principalement pour avoir des appuis financiers qu'on a eu. Après, comme tout projet, tu dois le savoir mieux que moi, il faut aussi de la communication. On n'a pas des gros budgets com. On a eu la chance par la région d'avoir plusieurs concours. Il y a notamment Femmes Entrepreneuses Orange l'année dernière que j'ai remporté. On est 5 ou 6 femmes à l'avoir remporté dans la région. Ça m'a donné un super appui pour Immersive. On a pu avoir des salons gratuits avec des stands gratuits. J'avais pas le budget pour pouvoir permettre à Immersive de se mettre sur des gros salons en entreprises et territoires, notamment au Vélodrome de Roubaix, à Bailleul, à Arras. Donc salon des maires également. Ça nous a permis quand même d'avoir une belle visibilité. Puis après, c'est de fil en aiguille. Il faut faire ça à toile, mais c'est pas simple. Jour après jour, en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent, mais tous ces prix, etc., c'est quand même hyper important de concourir quand on est entrepreneur pour avoir des budgets. Enfin, faire un dossier, ça prend un petit peu de temps,
Mais après, quand on gagne un prix, ça peut être un vrai booster. C'est un vrai booster. Et sur le plan personnel déjà, je trouve tout à l'heure je parlais de la confiance. Je trouve que ça donne vachement plus confiance en soi, ça c'est sûr. Et puis c'est un boost aussi au-delà du prix. Ça t'ouvre des portes incroyables. De toute façon, le réseau, même je dis pas qu'il y a que ça, mais c'est quand même aujourd'hui, 70%. En tout cas, moi je sais qu'aujourd'hui on a la pleine image, on a déjà pignon sur rue. Les contacts viennent énormément de là, ça c'est sûr. Et puis les prix, souvent en plus. Alors des fois c'est pas évident parce qu'on te dit tu peux avoir telle somme de libéré, mais il faut que tu emploies X salariés dans les 5 ans. Je pense principalement au réseau Entreprendre Nord, mais ils sont là. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut être sûr, c'est qu'il ne faut pas avoir trop peur et trop hésiter parce qu'on a une chance inouïe, en tout cas en France, de pouvoir avoir ces concours-là ou ces réseaux-là qui nous permettent de se développer, quoi. Donc, et on a souvent peur. Je ne suis pas seule, mais en ayant été dans beaucoup de réseaux entrepreneurs et surtout féminins, même si je suis pas féministe, mais c'est vrai que souvent la peur prend le dessus et du coup les gens se disent ouais mais j'ai pas, ou alors comme tu dis c'est long, faut faire un dossier, tout ça, et après quand on l'a fait, qu'on passe devant un jury et qu'on a des réponses positives, on est d'autant plus satisfait en se disant ouais ça en valait la peine quoi. Ouais, carrément. Et puis c'est bien de pas être tout seul. Et de pas être tout seul. Et ça, la solitude, alors c'est assez ambigu parce que dans beaucoup de chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, on est quand même tous souvent des électrons libres, on aime bien un peu, on est assez polyvalent dans nos tâches quotidiennes. Et en même temps, je pense que le fait, d'ailleurs, j'ai 40 groupes WhatsApp avec plein de milieux différents, de personnes différentes, mais on a besoin de se soutenir en fait, c'est ça. Donc des fois se retrouver, alors bon là avec le confinement c'est compliqué, le Covid, de faire des apéros, networking et tout ça. Quand on se rassure même par écrit, on prend des nouvelles et on se sent moins seul quoi, dans nos décisions. C'est important d'être une équipe quand même toujours, quoi. Oui, c'est certain. Même je vois, j'en parlais avec Julie Sauvage qui a créé Gabriel Paris. Elle me disait que par exemple le réseau Entreprendre avait quand même beaucoup aidé à avoir un regard extérieur sur son projet et que du coup ça permettait de prendre du recul, d'avoir des personnes qui sont moins impliquées émotionnellement qu'on l'est soi-même parce que c'est notre bébé, on le porte. Des fois c'est un petit peu dur de se projeter ou de se dire peut-être que je fais fausse direction, peut-être qu'il y a d'autres choses que je peux envisager. C'est ça, la critique en fait, c'est vrai qu'après t'es tellement des fois la tête dedans, ou alors t'es dans ton quotidien que tu t'en rends pas trop compte. Moi je le vois principalement avec réseau Entreprendre Nord, mais surtout réseau Entreprendre by Orange. C'est ça, c'est qu'on est des femmes, on vient de milieux complètement différents, puis on n'a pas les mêmes projets, et très vite quand on fait des tours de table, on ose prendre la parole et dire ce qui va pas chez l'autre, ou poser des questions vraiment ouvertes de manière objective. Alors des fois tu t'en prends un petit peu dans la tête parce que tu te dis mince, elle me démolit, mais le but c'est pas ça, c'est de se remettre en question. Et des fois t'as tellement la tête dedans que tu vois pas la critique ou alors la remise en question, et je trouve que ça fait du bien parce que même après sur le plan personnel, t'es dans ton quotidien, le soir tu rentres sur ta famille, tes enfants, et je trouve ça bien de sortir un peu la tête de l'eau et en tout cas c'est essentiel pour moi quand t'entreprends d'être entouré. C'est une des bases d'ailleurs qu'on nous présente quand tu fais pas mal de séminaires et puis de réunions comme ça. On te dit tout de suite, si vous voulez entreprendre, déjà ayez la tête froide et puis entourez-vous quoi. Oui. Surtout la solitude, je trouve que c'est bien d'être seul, mais il faut surtout très vite quand même garder des contacts, pas avoir peur de revoir des gens et d'accepter d'échanger, parce que c'est vrai que tu peux vite t'isoler en fait. Ouais, carrément. Et toi, tu as eu besoin d'aller chercher des financements? Alors pas tant que ça parce que je parlais d'ILMN parce que je voulais renforcer un peu ma trésorerie, donc là pareil, je passais une commission en expliquant un petit peu. Je voulais investir en fait dans le matériel que j'avais, principalement chez Immersive, c'est des caméras, c'est des technologies américaines, donc à chaque fois je voulais pas trop pêcher dans les actifs, donc j'ai demandé à avoir du financement sur les caméras, sur les iPads, on travaillait principalement avec ça, mais après je voulais pas faire des grosses levées de fonds, je voulais déjà amortir le matériel existant, donc j'ai pas, pour l'instant non, j'ai juste demandé suffisamment aujourd'hui à ILMN pour pouvoir financer un petit peu de communication, des flyers, des kakémonos pour mes stands, etc. Un petit peu de com, mais j'ose pas encore trop. En fait, voilà, je suis plutôt dans la prudence des premières années. Alors, je sais pas si c'est sage ou pas sage, mais de me dire, voilà, Immersive, bébé Immersive est né officiellement en 2018, ça va faire 2 ans. On est bien, voir la progression à la fin de l'année quand on verra le comptable, et puis se dire, ok, bon, on fait quoi? On passe les 4e ou pas? Mais je veux déjà attendre voilà, la fin d'année et consolider, et puis voir. C'est vrai que cette année a été assez particulière en plus avec le Covid, donc il y a eu des mois assez branlants, et puis là ça repart malgré effectivement nous ça nous a apporté bénéfice chez Immersive, c'est qu'il y a eu, les gens ont eu tellement peur qu'on a énormément de demandes de lieux culturels, que les gens puissent, avant même que ce soit fermé, revisualiser leur musée à distance, leur musée, leur magasin, parce qu'on a beaucoup de commerces aussi qui nous ont contactés, lillois. Donc ouais, c'est une fin d'année particulière. J'ai beaucoup de commandes et de demandes de octobre jusque décembre, alors que ça a été hyper creux de avril à juillet, quoi. Donc voilà.
C'est le côté un peu aléatoire. Ouais, du c'est ça, business. c'est ça. Mais après, c'est vrai que pour certains, ça a porté préjudice. Chez Immersive, en tout cas, le confinement, ça peut être que bénéfique. Enfin, ça n'a prévisualisé à distance tout type de lieux. On a même eu des demandes pour des salles d'accouchement, pour des salles de kinésithérapie. Enfin, les gens ont énormément peur. En fait, quand ils se déplacent, on le voit déjà dans leurs achats, c'est hyper réfléchi. Alors là, imaginons sur des salles, des complexes sportifs, sur plein de choses. En fait, il y a énormément de demandes qui se sont faites et qui n'auraient pas, pour moi, clairement existé s'il n'y avait pas le confinement. Enfin, les gens ont revu leur Non, le besoin. Il y a des nouveaux besoins qui sont arrivés et la façon de réfléchir et de penser est totalement différente. Tu vois, pour les salles de mariage, salles de réception, on a eu énormément aussi de demandes. Espace de coworking, location de bureaux. Là, on est en train de terminer Rubica, qui est quand même une grosse école de gamers dans le Valenciennois. On est sur 8000 mètres carrés. C'est pareil, en fait, c'est de visualiser à distance des écoles, location de bureaux, d'espace, parce que les gens, en plus, veulent tout rapidement. Donc voilà, ils cliquent, ils ont le lien à distance, tu restes chez toi, tu prévisualises des cellules commerciales. Au-delà du Covid, il y a un vrai luxe, quoi. Donc non, franchement, après, nous, chez nous, la différence, aujourd'hui, on est 5 ou 6 à s'ouvrir à ce type de technologie. C'est qu'on, en tout cas, chez Immersive, la volonté, c'est de démocratiser les prix. Donc aujourd'hui, on est en train vraiment de s'étendre et du coup, à commencer à faire du volume, ce qui nous permet de pouvoir baisser nos prix et de voilà, évidemment, il y a de volume, plus on diminue les prix et du coup on s'ouvre encore à plus de marché qu'avant, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, là, tu vois, on fait cabinet de vétérinaire. C'est assez... Les gens aiment bien, en fait. Puis en plus, c'est un peu du voyeurisme, mais c'est vrai que voilà, les gens se projettent, en fait. Avant de venir physiquement, ça coupera pas le contact, mais ça permet quand même de se projeter. Il y a beaucoup de constructeurs aussi qui ont loupé les portes ouvertes, notamment avec le confinement, là, en juin. Donc, on a fait beaucoup de pavillons témoins. Et puis, et moi, la première, c'est ce que je te disais, avec 3 enfants, bientôt 4, c'est un plaisir de pouvoir se projeter à distance, de regarder avant de pouvoir physiquement se déplacer. Ça coupera pas le contact physique, mais ça permet de confirmer son choix ou d'un déplacement. Voilà. Et donc sur la partie technique, comment tu gères? Parce que toi, t'es pas informaticienne Pas du tout. Pas du tout. Non, j'imagine que c'était le premier frein. Derrière, et c'était ta question. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas eu besoin clairement de lever énormément de fonds. Grande chance, c'est que sinon, moi, j'y connais rien dans le montage d'un site web ou c'est pas du tout ma partie. Et donc voilà. Et en fait, mon compagnon Christopher, informaticien de métier, du coup, a monté les premiers projets bêta, même le premier site web bêta. On l'a fait, parce qu'on sait très bien qu'un site web, même à une première version, ça coûte déjà très cher. M'a énormément aidé et continue de m'aider sur cette veille informatique. Il m'a aidé à monter le projet sur la partie digitale, quoi. Référencement aussi, SEO, tout ce qui est visibilité extérieure sur les réseaux, Google My Business, vraiment toute cette partie-là que je maîtrise pas vraiment. Après, j'aurais pu refaire des cours et autres. Mais voilà, c'était pour moi un vrai frein. Au début, j'avais mis dans mon business plan qu'il y en avait quand même pour une belle somme. Et c'était un vrai frein en me disant j'ai peur d'investir et de pas de m'y retrouver. Et très vite, c'est lui qui m'a rassuré là-dessus en me disant on est une team. Moi, la partie technique, si c'est que ça, façon de parler, je suis là. Go, fonce. Et le reste, tu seras... Alors moi, je suis plutôt sur la partie commerciale et marketing. Voilà, donc aujourd'hui, Melsim, il a son travail. Il m'aide énormément sur cette veille-là et sur la mise en place parce que, comme on le sait, c'est comme tout, ça va très vite. Donc voilà, c'est lui qui gère cette partie-là informatique, les relais. Et puis au niveau de la production également, donc on a, une fois que le client, on a modélisé sur site, on a un stagiaire qui s'occupe de la production des images, en fait, donc de tout les coller, puisque nos images, après, c'est comme un puzzle, il faut les rapiécer, les coller. Et puis parfois, il y a des petits bugs, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'orfèvrerie, c'est assez millimétré, donc c'est Chris aussi, mon compagnon, qui parfois vient réajuster tout ça. Et c'est un gain de temps incroyable parce que sinon il faut externaliser auprès de cabinets extérieurs, et je sais, pour avoir fait des devis, que ça coûte quand même une certaine somme. C'est cher, et puis t'as pas, moi c'est à domicile, quoi, donc c'est un grand confort. Donc voilà, donc c'est lui qui gère cette partie-là, et moi je suis plutôt sur la partie suivi de projet, contact client extérieur, et après c'est pour ça qu'on n'a pas trop envie d'agrandir la famille immersive, même si s'il faudra on le fera, mais c'est compliqué parce qu'on est coincé entre le côté familial où aujourd'hui je gère tout moi-même, quasiment tout, enfin j'ai un œil sur tout, on va dire ça comme ça. Bon, faut apprendre à déléguer, ça c'est sûr, mais il y a un côté aussi proximité que les clients aiment beaucoup. S'ils veulent nous contacter ou s'il y a un souci, ils nous appellent et on est assez réactifs, quoi, donc ça c'est bien. Et donc, j'allais te demander, les prochaines étapes pour Immersive, c'est quoi? Comment tu c'est une bonne question. Alors, c'est compliqué de se projeter là avec justement la crise qui oui. vient d'arriver. Non, c'est une bonne question. Non, idéalement, ce serait d'avoir des contrats récurrents en fait avec des clients. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait beaucoup on appelle ça du one shot. Oui. Alors il y a quelques clients qui sont plus récurrents que d'autres,
mais c'est pas toujours comme assez fluide. Voilà, l'idéal, ce serait d'avoir des contrats. On en pour parler avec deux grandes marques, dont une dans l'immobilier et une dans le. Alors c'est pas vraiment la mode, c'est du branding en fait. C'est des magasins de décoration qui pourraient nous ouvrir des portes en fait et nous ramener de la récurrence. Quand je dis la récurrence, c'est 10 à 15 vidéos par mois quoi en immersion. Voilà, ça c'est vraiment les next steps, c'est de pouvoir passer à l'étape supérieure. Ce serait de pouvoir signer ces marchés-là avec ces clients-là. Bon après voilà, on n'est pas contre. Aujourd'hui, on fait 10 à 15 vidéos différentes de domaines différents. La prochaine étape, ce serait de pouvoir embaucher quelqu'un parce que si on fait du volume, on arriverait à embaucher. J'allais te dire du coup voilà la conséquence, c'est que tu peux plus. Non. Donc du coup, on a des stagiaires qui sont très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut reformer. Bon voilà, c'est du temps, c'est de l'argent, mais c'est surtout la difficulté, c'est de se séparer de quelqu'un et de reprendre un autre contrat dans l'alternance. Voilà, il faudrait vraiment avoir le déclic. On leur explique clairement comment on le vit parce que de toute façon, quand on a une petite structure, on peut pas, très vite on se parle. Et voilà, ce serait de signer un de ces marchés-là. On a fait des rencontres au mois de juin, on a refait des rencontres là début septembre. On sait que des fois ça va très vite comme ça peut être très long, donc j'aimerais bien que ça se concrétise janvier, février, mais comme tout est annulé, reporté, les salons et autres, les clients externes aussi prennent 2 fois plus de temps pour prendre leurs décisions. Donc tout reste tellement incertain. Pour eux aussi c'est incertain comme nous, donc on marche sur des œufs. Donc voilà, la suite logique pour Immersif, ce serait l'embauche de quelqu'un qui puisse vraiment prendre à part entière la partie production, qu'on puisse embaucher à plein temps en fait, et puis qui nous ramène de la récurrence, quoi, avoir des gros bébés, des gros dossiers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ils sont friands et le budget com. Alors malheureusement, le budget communication dans toutes les boîtes, c'est le budget qui est coupé en premier. Or, ça devrait pas parce que c'est vrai que c'est quand même aussi l'essentiel. Bah oui. Mais voilà, donc aujourd'hui, voilà, comme c'est incertain, mais voilà, idéalement, on espère, on prie pour que 2021 nous ramène de la récurrence. Et moi, je me demandais, dans ta famille, tu as d'autres entrepreneurs, tu dis que tu avais 5 sœurs. Est-ce que tu es la seule qui t'est lancée? Est-ce que vous êtes plusieurs à avoir entrepris? Est-ce que c'est... Tu penses que c'était parents? Enfin, comment d'où ça vient chez toi? Je pense que... Ah oui, alors aujourd'hui, je suis la seule à entreprendre, ouais. Alors bon, après, j'ai une petite sœur, mais qui a ça en elle, je pense pourquoi pas un jour. Non, on est plusieurs. On est 2. J'ai Alizée aussi, mais qui est plutôt, elle, dans le référencement, mais qui est à son propre compte, mais pas du tout dans le même domaine. Après, je pense que ça m'est venu, de parents entrepreneurs, ça c'est sûr. J'ai une maman qui est autodidacte, mais qui a toujours, qui a jamais eu de barrière ni de frein. Donc à la base, elle vient de l'esthétisme, elle est partie dans l'hôtellerie, sur les monts de Flandre à Cassel. Elle a ouvert un hôtel, puis là elle a refait un 360. Elle est passée dans la décoration. Donc là maintenant elle a un magasin de déco à Fleurbet. Ouais, si je pense que ça vient de là. C'est une maman qui a toujours été booster, élément boosté, et puis l'envie de tout décider, tu vois, c'est assez. Donc ça vient surtout d'elle et de mon père aussi, manager chez Orange. Donc pareil, une envie de manager, de booster, de diriger. Je pense que ça vient de là. Et puis le fait aussi de l'éducation, ils nous ont pas trop donné de barrières. Donc on était assez libre de faire ce qu'on veut sans jugement. Et du coup, je pense que c'est pas mal quand t'es gamin qu'on ne donne pas trop de limites. Ça dépend des tempéraments des enfants aussi, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé, quoi. C'est qu'ils m'ont jamais trop bridé, et du coup, j'ai toujours pu faire ce que je voulais faire. Bon, voilà. Après, je pense que c'est un tempérament. J'avais une soif d'entreprendre, un peu comme ma mère. On me dit souvent dans le reflet, c'est un peu ça. Puis il y a difficulté d'être dans une case. En fait, c'est ce que je dis dans un bureau, dans une fac. Donc une soif d'apprendre, de faire, envie de driver les choses, envie de diriger, sans pour autant être dictatrice. Mais je pense que ça peut mettre de ton destin, quoi. C'est toi qui fais les choses. Tout en parce que ça c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'après du coup il faut accepter les échecs, parce que c'est sûr. Tu te casses le nez plusieurs fois, il faut se relever, et puis des fois on te dit c'est toi qui l'as voulu, hein. Il y a des moments, c'est sûr, on se prend le nez dedans, et puis on se dit en fait ce serait tellement plus simple quand j'étais salarié, je me souviens. Et après non, c'est un tempérament, c'est que le naturel revient au galop, et tu te dis en fait elle drive, quoi, elle a envie, elle est dedans, voilà. Et donc je pense que ça vient de plusieurs choses, mais notamment de ma maman, qui est toujours d'ailleurs à une boutique sur Fleurbet actuellement, mais qui a un tempérament de feu et qui a toujours eu du mal à être dirigée. Donc elle manage, et je pense que ça vient de là. Ouais. C'est souvent ça, les chiens font pas des chats, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est sûr. Et si tu avais un petit conseil à donner à quelqu'un qui se lance, tu dirais quoi? Je dirais, ça reprend un petit peu notre conversation, je dirais de pas avoir peur de l'échec, parce qu'il faut passer par l'échec plusieurs fois pour réussir. Alors réussir, c'est un grand mot aussi. Et de croire en soi aussi, surtout. Même si c'est facile aussi à dire, de croire en soi, et de pas... Alors le troisième conseil, de pas toujours vouloir frôler la perfection. Il faut être parfois imparfait
pour arriver à ce qu'on veut. Il faut aussi accepter les imperfections, c'est ça que je veux dire. Le projet, il peut pas être de base. Quand on veut se lancer, des fois, il faut parfois voir loin, mais des fois, même si c'est un peu flou, c'est pas grave. Faut y aller, puis ça va s'affiner au fur et à mesure. Et c'est ça qui est bon aussi, c'est que tu penses avoir une trajectoire fixe, et puis en fait, des fois, tu fais des virages, des rencontres, tu te retrouves à un point Y et tu te dis, mais en fait, c'est bien, quoi. C'est mieux que ce que je pensais. Donc, mais c'est très design thinking en fait. Ouais, c'est très design thinking. Ouais, mais ça, voilà. Et ça, je l'avais pas avant, ça. Tu testes, tu te plantes, tu recommences. C'est comme le ski, quoi. Voilà. Voilà. Mais voilà, ça c'est le conseil que je pourrais donner à quelqu'un. Et puis surtout d'oser, quoi. C'est ce que je disais. Moi, j'ai osé à 30 ans en me disant et si le pire arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Enfin, si je me plante, si ça marche plus, si ça marche pas, surtout à foncer, parce que entreprendre aujourd'hui, c'est une aventure, c'est un beau mot, mais c'est compliqué, et à la fois c'est très simple. Il faut juste pas trop se poser de questions. Il faut juste avoir une to-do list et respecter quand même une certaine rigueur. Voilà, moi je la fais souvent le dimanche soir ou le lundi matin, et le vendredi je fais un petit regard dans le rétroviseur en me disant ok, j'ai fait ça cette semaine, mais il faut pas trop. Je suis quand même quelqu'un qui calcule beaucoup les choses. Il faut savoir lâcher du mou et puis laisser un peu venir les choses à soi. Et je pense que c'est ce que je retrouve dans beaucoup d'entrepreneurs ou chefs 2FE que je fréquente beaucoup, qui ont souvent une grosse charge mentale, parce que souvent elles sont, au-delà d'être entrepreneurs, elles sont mères de famille, ou voilà, et c'est pas évident d'avoir une grosse charge mentale derrière, et il faut savoir être sur tous les fronts, et je pense qu'il faut pas trop réfléchir des fois, il faut y aller et se dire peut-être pas un jour à la fois, mais avoir une liste et respecter un peu les impératifs. Et puis après le reste c'est pas grave. Et puis profiter d'écosystèmes. Dans le Nord, en tout cas, on a un super incroyable écosystème. Et en France, globalement, je pense que les créateurs d'entreprises peuvent être très bien accompagnés au final. Ça, c'est incroyable. On s'en rend pas toujours compte. Mais moi, il faut. De toute façon, tant que tu sais pas, tant que t'as pas mis le pied dedans, on sait pas toujours. C'est pour ça que c'est bien de rassurer, d'avoir des gens qui parlent et qui témoignent, comme là, via des podcasts. Parce que moi, je savais pas qu'il y avait Minzamin à l'homme pour l'agroalimentaire, en tout cas dans le Nord, qu'il y avait l'écosystème. Là, je parlais de Rubica, mais ça, c'est sur le Valenciennois. On a Euratech, on a la Blanche Maille. Ouais, c'est top. Et c'est grâce à des organisations des fois et des rassemblements, bon là un peu moins en ce moment, mais qu'on rencontre des gens en disant toi tu viens de là, toi tu viens de là, et c'est pareil, j'imagine, sur Bordeaux, Marseille, Lyon. Enfin, il y a plein d'écosystèmes comme ça qui permettent de fusionner et de se dire que voilà, d'une, on n'est pas seul, et qu'on a la chance en France d'avoir un sacré soutien. Quand tu quittes un boulot comme j'avais, t'as un CDI, voilà, t'as un statut salarié, et t'arrives comme ça, t'as quand même vachement d'aide. Enfin, moi en tout cas, je le dis haut et fort, de la part au-delà de Pôle emploi, mais t'as des DIF, déjà des droits individuels à la formation, souvent quand t'as un peu d'ancienneté, et t'es énormément épaulé. Enfin, si t'es un petit peu débrouillard et que tu veux aller de l'avant, t'as énormément de formations qui te permettent de pouvoir te former, et non, il y a tout à gagner, quoi, clairement. C'est certain. Voilà. Merci Mylène. Je t'en prie, merci à toi. Je vais te poser les quelques questions rituelles du podcast. Et là, tu vois, tu sors tes notes. Bah oui, parce que j'avais peur d'être complètement à côté ou de pas bien répondre. Vas-y. Alors du coup, ce podcast ça s'appelle La Boussole. Et la boussole, ça indique le nord. Est-ce que toi, tu voudrais passer un message, montrer une direction, encourager, enfin voilà, si tu avais quelque chose à dire à nos auditeurs? Je reprendrai ce que je viens de te dire, qu'il faut faire déjà, il faut le faire avec passion, ce qu'on a envie de faire, sinon on le fait pas. Et que surtout, il faut pas avoir trop peur ou pas trop réfléchir. Même si c'est bien de réfléchir quand même un petit peu. Mais que si vous avez un projet, c'est ce que je voudrais dire aux auditeurs, de vraiment y aller, ou en tout cas de se donner les chances de se renseigner et de se donner un maximum de chances pour aller vers ce qu'on a envie de faire, quoi. Le temps passe trop vite. Il faut plonger dans le grand bain, quoi. Ouais, faut y aller, c'est ça. Alors je dis pas foncer tête baissée, parce que ça c'était un petit peu ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Bon, un peu plus de jugeote et de maturité maintenant. À 35 ans, je dirais, c'est ça, plonger dans le grand bain avec quand même un peu de recul. Donc allez-y, si vous avez des idées, des rêves, des choses, même si tout n'est pas très clair sur une page blanche, ça va vite se dessiner. Voilà. Est-ce que tu as des rituels dans ta semaine? Oui, moi qui suis très speed, ça s'entend pas, mais... Ah bon? Ouais, si, j'en ai un, encore plus depuis que j'ai mon petit garçon Auguste qui a 2 ans, c'est le yoga. Donc en ce moment, du coup, j'ai une petite fille qui va arriver un petit peu avant Noël, donc je fais du yoga prénatal, mais c'est le yoga, de la méditation, donc je fais ça 2 fois par semaine,
le mardi et le vendredi soir. Vendredi en visio, le mardi actuellement encore possible physiquement, mais c'est compliqué là avec les histoires de Covid et de rassemblement. Mais voilà, ça me permet de justement cette charge mentale, de la poser et de me dire c'est ton moment à toi. Ouais, c'est mon moment à moi. Et puis surtout, avant, je m'autorisais pas ça. Enfin, encore une fois, il y a 10 ans, je me disais, c'est qui ces gens-là qui se posent, qui arrivent à penser à rien en fait. Et ça fait du bien, quoi, de juste tout mettre sur le côté, se dire, c'est pas que si tu vas t'arrêter 1 heure que tout va capoter. Donc je prends cette heure à chaque fois pour moi et ça fait un bien fou. Je le ressens vachement. Donc voilà, c'est ma méditation, quoi. Ouais, le yoga, c'est top. Moi, j'en fais aussi. C'est vrai. Ouais. Voilà. C'est un bon moment. Ouais, c'est toujours génial. Un bon moment. Ouais, c'est génial. Et moi, tu sais, je suis une grande lectrice. Et attention, je ressors mes notes. Donc je sais pas, est-ce que tu aurais un livre à recommander Alors ouais, j'en ai deux. Génial. Alors il y en a un qui est une pépite de cet été, mais l'autre j'ai fait des recherches parce que je l'ai lu il y a très longtemps, de John Maxwell, et c'est drôle parce que j'avais plus l'idée du titre, et c'est La conception de l'échec. En fait c'est un bouquin de John Maxwell, alors j'ai plus le titre exact, mais ça parle de la conception de l'échec qui est la base de la réussite. Voilà, j'invite les auditeurs à le lire. Alors je crois que ça date 10-15 ans ce bouquin. Voilà, mais dans les recherches, c'est John Maxwell et ça parle vraiment c'est un concept américain, tu vois, donc ils sont beaucoup plus forts que nous pour donner confiance en soi. Et le deuxième bouquin, c'est une petite pépite de cet été que je finis là la semaine dernière, d'Adèle Bréau, ça s'appelle Les Frangines. Donc ça, c'est très plus personnel, parce que chez nous, on est... Encore une fois, je disais, je suis pas féministe, mais on est quand même les girl power. Et donc, c'est une histoire de justement des frangines exactement comme la mienne. 3 frangines, là, en l'occurrence, dans le bouquin, qui ont des personnalités complètement différentes, des activités et des vies complètement différentes et qui se retrouvent le temps d'un été avec leurs parents, enfin leur mère principalement. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait plein de thèmes abordés dans ce bouquin, sur le couple, sur la parentalité, sur l'envie d'avancer, sur la remise en question. Donc, je le conseille. Si vous l'avez pas, je peux vous le prêter. Les Frangines, ça s'appelle, c'est Adèle Bréau et je trouve que c'est un super bouquin du moment. Mais voilà, moi celui qui m'a marqué, c'est en tout cas pour parler d'entrepreneuriat, je l'ai lu, j'avais 10-15 ans de moins, je l'ai trouvé super inspirant. Voilà, donc j'ai plus le titre exact parce qu'en plus c'est un bouquin en anglais, mais ça parle vraiment de le fait de tomber, de se relever, de tomber, de se relever et de se dire que c'est comme ça que t'avances, quoi. Ouais, et qu'on apprend aussi, c'est sûr. Voilà. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode ? Alors, dans mon cercle de femmes avec un S entrepreneur ES, plusieurs. Alors, rien à voir, je parlais du yoga, je pense à Nina Guénaud. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré ou pas, mais qui est une sage-femme et qui fait beaucoup de méditation et qui est formidable. Donc, et qui est aussi une femme entrepreneur que j'admire particulièrement puisqu'elle a eu une endométriose, etc. il y a quelques années. Donc, c'est quelqu'un que... Donc là, c'est sur le plan plutôt sportif, on va dire, voilà, et la méditation. Après, sinon, une belle rencontre que j'ai faite dans les femmes entrepreneurs qu'on s'est rencontrées by Orange, c'est Camille. Alors c'est la cofondatrice de Mon Gobelet en lin, qui a créé Mon Gobelet en lin avec son papa. C'est une Dunkerquoise. D'accord. Et que j'admire particulièrement aussi parce qu'on est de 2 univers différents, puisque moi je suis vraiment dans tout ce qui est médias visuels et elle est vraiment plus sur du concret, de la matière naturelle, le lin qui est un produit du Nord. Et je trouve ça sympa. Donc là on est encore dans cette espèce d'écosystème. Donc Camille qui est aujourd'hui, elle commence à vendre ses produits éthiques dans pas mal de petites boutiques du coin, de la région lilloise. Je pense que les auditeurs ont déjà peut-être vu ces gobelets quelque part. C'est des petits gobelets du coup fabriqués en lin dans le Nord et qui est hyper inspirante aussi, qui a un beau parcours de vie. Et qui a un parcours de vie un peu comme le mien atypique, quoi. Donc c'est super. Voilà. Merci beaucoup Mylène. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir écouté. Je t'en prie, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.